Est-ce que t'as pas l'impression que les films de zombies, à force de s'auto-référencer, ils vont un peu s'auto-nourrir et du coup, ça va devenir un cinéma un peu mort-vivant? T'es peut-être pas au courant parce que t'es pas là, mais le Quai Branly a lancé une excellente exposition sur le vaudou et notamment les zombies. Mais c'est quoi un zombie finalement? 100K. Oh. T'es mort? Ouais, man. L'imprévu, qu'est-ce que ça veut dire? Dis-lui, mon ami. Il n'est pas question de le laisser s'approprier ton pouvoir. C'est ce que je viens de lui dire. Ok, puisque je vois qu'on peut pas discuter, on va faire un duel. Bonjour à tous les perdus et les retrouvés pour ce nouvel épisode de Projection Perdue, un podcast cinéma de la Chimérathèque. Et aujourd'hui, pour fêter les 20 ans de sa sortie, on va parler du film Shaun of the Dead et aussi pour fêter bientôt Halloween qui se rapproche. Shaun of the Dead qui est une comédie horrifique avec des zombies qui signe le premier film de la trilogie de Edgar Wright appelée la trilogie du Cornetto. Et en fait, cette trilogie est assez reconnaissable parce que elle fait la pub d'un cornetto à chaque fois dans chacun des films. Il y a des personnages, enfin en tout cas des acteurs, Simon Pegg, qui est aussi co-scénariste de ces films-là, et Nick Frost, qu'on va retrouver dans chacun de ces films, et chacun de ces films vont reprendre et parodier un genre cinématographique. Et ici, on est donc dans le genre du film d'horreur, et plus précisément, en fait, du zombie. Et pour en parler, je suis avec le très vivant et le très pas mort, Damien Demey. Salut Damien, ça va? Salut Louis, tu veux un fun fact? Dans mon introduction, je suis accompagné du bien vivant Louis. On est tellement connectés. Comme quoi, peut-être qu'on fait les mêmes blagues, donc on est mort intérieurement. Comme tu l'as dit Louis, on va parler d'un film qui est sorti il y a 20 ans. Et si on a décidé aussi de parler de ce film, c'est parce qu'on a fait un petit vote sur notre Discord, vote qui a bien floppé, mais qui a permis de mettre en avant que le film d'horreur que les gens préféraient en 2004, c'était Shaun of the Dead. Donc on va pouvoir se poser la question, est-ce qu'il mérite ce titre? En fait, c'est surtout aussi plusieurs questions qui s'ouvrent. C'est est-ce que c'est vraiment un film d'horreur? Est-ce qu'il fait encore peur? Ou en tout cas, est-ce qu'il fonctionne aussi 20 ans après? Comme disaient les Trois Mousquetaires. Techniquement, c'est pas un film d'horreur. En soi, c'est vraiment une comédie horrifique. C'est vraiment vendu comme une comédie saupoudrée de peur. Même Simon Pegg le dit en interview. Alors, on l'appelle la trilogie Cornetto, mais elle a aussi un autre nom. On l'appelle aussi, et ça, je ne sais pas pourquoi, et c'est un titre que je déteste, on l'appelle aussi la trilogie Blood and Ice Cream, pour évoquer le fait que c'est souvent des trucs où tu vas avoir des morts, ce qui a été confirmé par Anfuzz et un peu par World Head. Est-ce que tu peux nous faire le résumé de Shaun of the Dead? Parce que j'imagine que tout le monde l'a vu, mais c'est toujours un plaisir de t'entendre improviser des résumés, Louis. Oh merci, tu me flattes tellement pour pas avoir à faire le résumé, c'est tellement beau. Donc on est avec le personnage de Simon Pegg qui a un nom, c'est sûr, qui s'appelle Shaun, putain, ça va être je suis débile. T'as vraiment cherché son nom là? Oui. Donc, on est avec le personnage de Simon Pegg qui s'appelle Shaun et qui donc est dans un bar, qui est en train d'avoir une petite altercation avec sa copine et il se trouve que lui, il est dans une routine un petit peu monotone, on va dire une vie moyenne dans laquelle il bouge pas trop et on sent que sa copine lui met la pression pour qu'il se bouge un peu les fesses et qui arrête de tout le temps traîner avec son ami joué par Nick Frost qui le tirerait vers le bas. Le moment où il va finalement bouger les fesses, c'est un moment où va y avoir une attaque de zombies. D'ailleurs, le mot zombie, enfin, il les appelle jamais zombies, je crois. Mais bref, c'est Si des zombies. ils le disent une fois, Ed le dit, donc le personnage qui joue Nick Frost, et derrière, je crois que c'est Simon Pegg qui lui fait, il l'appelle pas comme ça. Et t'as un peu ce truc de, c'est discriminant pour eux. C'est vrai. Il y a des blagues là-dessus. Du coup, ils disent le Z-word à la place. Oui. Le Z-word. Mais au final, l'histoire est pas si importante que ça, même si on pourra revenir dessus, parce que c'est plutôt l'humour. Et est-ce que 20 ans après, cet humour fonctionne encore? Est-ce que ça a fonctionné sur toi encore, Ah, Damien? l'humour est toujours efficace. Après, je l'avais pas vu il y a 20 ans parce que j'avais 9 ans. Je sais pas à quel âge était interdit le film, mais je l'ai rattrapé que bien plus tard. Et le truc qui est drôle, c'est que techniquement, dans le film, Simon Pegg a actuellement mon âge. Ouais, tout le casting est tellement jeune, c'est assez surprenant. En fait, ce qui fait que le film marche encore sur son humour, c'est que c'est grâce à son réal, Edgar Wright, qui a un très bon réal anglais, surtout pour la pop culture, parce qu'il a fait beaucoup de choses pour la pop culture et donc pour la culture mondiale. Mais c'est quelqu'un qui au final est totalement snobé, c'est quelqu'un qui ne recevra jamais de prix, justement parce qu'il fait des films
des comédies, et les comédies, ça ne fonctionne pas habituellement. Et la grande force de ce réal, c'est vraiment son montage, dans lequel il met un rythme, mais aussi un langage humoristique, à travers notamment ces changements de plan, ce qui en fait des films mais super cool, qui reposent énormément sur l'humour, le malaise et le bizarre, qui sont 3 éléments qui ne plaisent pas forcément à tout le monde, mais que moi j'apprécie énormément. Et en parlant de son montage, je crois que le truc qui fonctionne le plus, c'est les 2 séquences, les 2 plans séquences qui montrent le quotidien de Sean. Le premier où il sort, il va dans l'épicerie d'à côté, il achète de la nourriture et ensuite il rentre. Et le lendemain, quand tu as l'invasion qui débute, il refait le même plan, mais cette fois il t'offre des rues désertes, mais il te fait les mêmes mouvements quasiment de caméra pour que tu vois qu'il y a un truc qui est cloche dans le quotidien. Et tu vas l'avoir à plusieurs reprises, notamment tu as le montage de répétition de scène, quand il va prévoir un plan pour aller chercher sa mère, puis sa fille, et puis son ex-copine, puis aller dans son bar, ou quand tu vas avoir ce que j'appelle la réponse par l'image. Par exemple, il y a un moment où ils ne savent pas si la cabane du fond du jardin est ouverte ou pas, et tu as juste la question, la cabane est fermée ou non, et l'image suivante direct qui s'enchaîne, c'est Simon Pegg qui passe à travers la porte, ce qui sous-entend que non, la porte est fermée. En fait, il joue beaucoup sur 2 choses. D'abord, le contraste, c'est-à-dire que il va avoir un montage très dynamique, mais pas tout le temps. En fait, par exemple, il y a très peu d'ellipses dans ces films. Si un personnage doit passer d'une scène à une autre, et souvent, il va y avoir un enchaînement de plans très rapides. Par exemple, Simon Pegg, alors il n'y a pas exactement peut-être ça dans ce film-là, mais ça revient souvent dans ces films. Mettons, Simon Pegg est chez lui, il va aller à son magasin, et plutôt que d'avoir ellipse, il est au magasin, va y avoir un enchaînement de plans très rapides avec un zoom, il met sa cravate, il se brosse les dents, il crache, il ferme la porte, et bam, il est au magasin. Et ce qui va avoir une sensation de fluidité, et peut-être que ce style-là est très reconnaissable aussi dans Baby Driver, parce que l'intro, c'est une course-poursuite qui est extrêmement découpée. Et la deuxième séquence du film, c'est un plan séquence en fait. Il va réutiliser justement la même chose. Tu parlais du plan justement les 2 plans qui se répondent en miroir, qui sont en fait des plans séquences, qui sont juste après des séquences très rapides. Et tout à coup, on a un plan séquence en fait. Donc souvent, on va associer son style à un montage très rapide, mais c'est pas ça non plus ce qu'il fait quoi. Il y a des plans assez longs. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a aussi les éléments de surprise. Par exemple, première scène du film, sa copine et la surprise et la répétition dans son montage. Surprise, par exemple, Simon Pegg, Sean parle avec sa copine, elle lui dit, il faut j'aimerais bien être dans des moments d'intimité sans Ed. La caméra se tourne et Ed est là. Et donc on revient sur Simon Pegg, il fait oui, moi aussi j'aimerais pas bien être sans tes amis. Pam, la caméra se tourne et redécouverte, resurprise, et c'est ça qui crée l'effet comique. Ses amis sont là et en fait, il y a toujours un élargissement d'une scène qui va dévoiler quelque chose qui va être l'effet comique. Il maîtrise parfaitement bien en fait son espace dans lequel il filme, ce qui est assez impressionnant. C'est comme s'il avait toujours été là en fait avec sa caméra. Et je voulais revenir sur ce que tu as dit sur les plans miroirs, parce que tu vas le retrouver aussi à travers un autre jeu qui est le personnage d'Yvonne, qui est un peu l'équivalent de Sean, mais qui s'en sort beaucoup mieux à travers le film. Oui, c'est vrai. En fait, pendant tout le film, donc ils vont essayer d'avoir une escouade de survie, et ils vont croiser donc Yvonne, qui est un peu son opposé. Ils vont croiser alors c'est d'autres acteurs anglais très connus, notamment il y a Martin Freeman. Ouais. Et en gros, c'est un groupe de 5 personnes, et ils vont croiser 5 autres personnes qui leur ressemblent comme 2 gouttes d'eau, ou qui sont un peu leurs opposés d'une certaine manière, et ça crée un effet comique. D'ailleurs, en parlant d'acteurs, t'as Simon Pegg qu'on a évoqué et qui a été très surpris, un peu comme tout le monde, du succès du film, parce que très vite il est devenu culte pour pas mal de monde. T'as Nick Frost qui joue son éternel pote. T'as aussi Billy Knighty qui joue le beau-père qu'il n'aime pas. Et tu as sa mère qui est jouée par Penelope Wilton. Et est-ce que tu connais le point commun entre Nick Frost, Billy Knighty, Penelope Wilton et également Jessica Hines qui joue Yvonne? Est-ce qu'ils n'ont pas joué dans une série commune? Si. Quelle série? On dirait que j'ai fait mes devoirs aussi. Bien joué. Là, ils ont tous les 3 joué dans Doctor Who. Nick Frost qui a joué le Père Noël, Billy Knighty qui joue un employé du musée d'Orsay lors de l'expo Van Gogh. T'as Penelope Wilton qui a joué Harriet Jones, qui devient première ministre et qui est un des personnages les plus cool. Et tu as Jessica Hines qui a également joué dessus. Et il y a un autre truc qui est très drôle, c'est, tu te souviens, le fait que quasiment à tous les épisodes on dit que tout est relié entre eux.
Et ben, figure-toi Ouais. que Penelope Wilton, elle a été mariée à Ian Holmes, qu'on connaît. Enfin, moi, généralement, quand je pense à Ian Holmes, je pense directement à Alien. Je sais pas si c'est ton cas. Mais Ian Holmes, je sais pas si tu te souviens, dans un film, il joue Napoléon. Il joue Napoléon dans Bandit Bandit de Terry Gilliam. Ce qui prouve que Mmh, tout est lié à tout est Terry lié. Gilliam. Après, c'est des acteurs anglais et on parle d'anglais, donc forcément, ça se recoupe, quoi. Oui. Et du coup, ben, Ils ont joué dans d'autres séries comme tu ensemble. l'as dit, ben, en fait, Martin Freeman, il joue la Lise de Yvonne, il joue en fait sa copine. Et contrairement à Simon Pegg et contrairement à Sean et Lise, ben, qui se sont séparés, ben, elle, Yvonne et ben, je sais pas si elle a dit non, je me souviens plus du nom de son copain, mais Martha Freeman, eux, ils sont toujours ensemble. Ce qui prouve que lui, il a réussi à garder ce lien, elle a réussi à maintenir ce lien. Et c'est quelque chose qu'on voit jusqu'à la fin parce que c'est la best girl, c'est celle qui fait tout bien, contrairement à Sean qui galère à faire les différents trucs. Et je trouve que dans le jeu de répétition aussi qu'il y a et de miroir, ça revient aussi tout au long de la trilogie. Notamment, il y a une blague récurrente. Et en fait, Edgar Wright, il est très fort pour faire une blague. T'as l'impression que ça va être une blague isolée. Elle est drôle en elle-même. Et puis, un coup dans le film ou dans une autre trilogie, enfin, je pense notamment à la blague des barrières, où en Oui. fait, à chaque fois dans la trilogie, ils vont sauter quasiment les mêmes barrières et le font à chaque fois de manière différente, parce que là, c'est un peu un loser, donc il va se péter la gueule. Mais dans Hot Fuzz, c'est un super flic, donc il va faire des saltos, etc. Et en gros, la blague arrive à être drôle en elle-même, et puis il va la rappeler plus tard, notamment par exemple. En fait, c'est que des petits détails. Tous les petits détails vont être réutilisés. Et on n'est pas forcément dans un setup payoff, on est dans Mm. presque un payoff, j'ai l'impression, où c'est comme il y a une blague, elle est réutilisée, par exemple les cigarettes, où c'est comme ah, j'ai arrêté de fumer, je balance mon paquet, c'est une blague, voilà. Et puis en fait, c'est réutilisé parce qu'à la fin, il refume, ou alors je pense au bouquet de la fleur, tout est très, il y a une bonne attention à tous les objets, etc. Bah, de manière générale, tu vas avoir une blague de répétition, mais c'est surtout qui va faire. Tu sais, si tu le compares bizarrement à M. Night Shyamalan, où chaque détail va t'emmener à un truc, bah là, on est plus indirectement vers du Paddington, où tu vas avoir des objets qui vont être des références plus tard, mais qui sont pas des références qui servent forcément à l'intrigue. Ce sont des objets qui vont avoir de l'importance, notamment pour développer des personnages. Et du coup, c'est des petits détails qui soit rentrent dans le gag, soit rentrent justement pour aider les personnages à grandir ou à le devenir qui ils doivent être. Et ça, notamment le fait que tu parles de bouquet, c'est un truc qui est intéressant, notamment pour le personnage de Sean, parce que en le rematant, en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que bah, Sean, il a un beau-père. S'il a un beau-père, c'est parce que à ses 12 ans, en fait, son père est parti. Et c'est un beau-père qu'il a jamais voulu. Et du coup, indirectement, Sean, il a deux problèmes. C'est qu'il a la peur de l'abandon, donc il veut pas perdre les gens qu'il connaît, notamment son meilleur ami Ed, mais il reste aussi bloqué pour éviter de perdre les gens dans une routine. Parce que si t'es pris dans une routine, bah rien ne change et tu restes un peu en sécurité. Et c'est un truc qui, indirectement, l'invasion de zombies va l'obliger à changer. Parce que tu peux pas continuer ta vie quand tu risques ta vie à chaque fois que tu sors de chez toi. Et même face à ça, bah, il va essayer de garder des trucs. Par exemple, le fait qu'ils veulent aller dans un lieu commun. Enfin, lui, il ne veut pas, c'est plutôt Ed qui le pousse, mais le fait de vouloir aller dans des lieux communs, ça reste lié à ça. Je me suis aussi posé une question en revoyant le film. Je me suis demandé si c'est pas Shaun of the Dead qui inventait peut-être le fantasme du nerd qui devient super efficace à la fin du monde. Parce que c'est quelque chose qui est devenu extrêmement récurrent, mais j'ai l'impression que bah, ça commence avec Shaun of the Dead. Bah, je pensais au message du film, en tout cas à l'idéologie derrière, même si j'ai pas l'impression que Edgar Wright l'a pensé pour avoir forcément un message et que l'idée c'est plus de faire des blagues. Il n'empêche que je trouve qu'il y a une idéologie qui se dégage. Et souvent dans les films de cette idéologie du nerd qui devient trop fort, bah il y a peut-être un côté on veut que ça marche parce qu'on veut s'identifier au nerd et on veut se dire moi je suis un peu nul mais s'il y avait une invasion de zombies enfin c'est là pour te rassurer en mode non mais t'inquiète, s'il y avait une invasion de zombies tu serais trop fort quand même. Et j'ai l'impression que c'est pas du tout le cas de là-dedans, parce que je sais pas ce que t'en penses de la fin et je pense pas que ce soit très appuyé comme message, mais à la fin il est revenu dans un confort. Et d'ailleurs il y a tout encore une fois un plan qui se répète où on a l'impression que Sean est un zombie. En gros c'est une blague où on va commencer le plan sur ses pieds et puis il va avancer un peu de la manière d'un zombie, puis ça remonte, puis on se rend compte qu'il est juste en train de se réveiller, et puis bye. Et sous-entendu, moi je l'entends comme finalement ce confort d'être avec son pote dans un appartement, et ben il a retrouvé avec sa copine
avec sa petite routine où tu vois, par exemple, ils ont leur petite routine, ils sont installés, ils sont en jogging, etc. Et donc finalement, sous-entendu, rien n'a changé, quoi. Il est devenu trop fort l'histoire d'un instant, mais cette prison, entre guillemets, qui se crée sans avoir de jugement moral sur cette prison-là, qui se crée avec son pote, il a créé pareil avec sa copine, avec sa routine, etc. Mais j'ai pas l'impression que ce soit de l'idéologie du film. Hein, mais... En fait, c'est pas exactement. Alors pour moi, le final, le fait qu'il puisse se retrouver une routine et que le monde s'adapte à une apocalypse de zombies, c'est plus lié à l'idée que Sean, en fait, il reste bloqué dans sa routine pour se protéger parce qu'il a peur justement que le fait d'en sortir, ça détruise, à mes yeux, que ça détruise tout pour lui. Et en fait, ce que dit le film, c'est que non, en fait, tu peux très bien avouer, enfin, aller voir ta mère et lui dire que tu l'aimes, parler avec ton beau-père et lui expliquer que tu le détestes mais que tu le respectes. Et le fait de changer des éléments dans ta vie, le fait d'avancer, en fait, ça va pas détruire ta routine. C'est-à-dire que tu peux agir sans te sortir, sans que ce soit un inconfort total. Ce sera un inconfort, mais ça va pas détruire ta vie. Pour moi, c'est un message plutôt positif que le film il a vers sa fin. Alors, c'est surtout une comédie horrifique, donc on va pas non plus philosopher oui, dessus. C'est ça, mais à mon avis, c'est ça qui, à mes yeux, c'est ça qui ressort, c'est que tu peux avancer dans la vie, ça détruira pas tout ce que tu as mis en place, ça te détruira pas ton confort. Ça peut le mettre en danger, mais il faut quand même prendre le risque pour avancer. C'est marrant parce que, en fait, moi, je lis beaucoup aussi aux autres films, parce qu'il y a des trucs très récurrents, et c'est peut-être les films les plus anglais d'Edgar Wright, notamment parce que, par exemple, Scott Pilgrim, ça se passe pas en Angleterre, ça se passe à Toronto, mais je trouve que dans toute la trilogie, on sent que ça se passe en Angleterre, et j'ai l'impression qu'on ne sent pas un côté autobiographique, et peut-être que c'est aussi Simon Pegg, mais les bars sont très importants, et le fait de se retrouver dans les bars sont très importants, l'alcool est très important. D'ailleurs, le dernier, c'est le dernier pub avant la fin du monde, où tous les personnages vont faire 12 bars, si je me souviens bien. Le bar, c'est là où on se sent en sécurité, et il représente la routine. Et ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que l'idéologie, je trouve, je la vois aussi à travers toute cette trilogie-là, et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus cynique, et que c'est pas forcément positif, justement. Moi, je le vois pas comme une histoire de dépassement de soi, au contraire. D'autant que les zombies sont souvent assimilés. Alors, même si j'aime pas trop faire l'analyse des films de zombies comme si ça représentait la société, mais les zombies sont quand même souvent associés à la société de consommation. Enfin, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, les zombies. Je trouve qu'il y a toute une symbolique derrière. J'ai pas donné de trucs très précis, mais c'est plus pour ouvrir la discussion. Si toi, t'avais des clés. Non, mais c'est drôle ce que tu dis sur le bar, parce qu'il y a qu'une seule citation du film que j'ai notée, c'est quand Ed lui explique que le Winchester, c'est le meilleur bar, parce qu'il lui fait... je crois que c'est après que Liz est rompue avec lui, il fait, t'as une bière, t'as ton paquet de cacahuètes, y a rien de plus important. Ouais, c'est ça. Au vu de toute la trilogie, j'ai pas l'impression que Edgar Wright a un regard sur cette routine-là qui soit négatif. Ce côté d'amour des bars, j'ai l'impression que au contraire, Edgar Wright, il aime bien, ou en tout cas Simon Pegg qui a coécrit, je sens un amour et un regard là-dessus, et alors peut-être que je suis biaisé, mais l'idéologie du film, j'ai plus l'impression que c'est regarde, et c'est une idéologie avec laquelle je suis pas forcément d'accord, mais je l'ai un peu perçu comme regarde, elle nous saoule, cette meuf, à vouloir me contrôler et à vouloir que j'abandonne mon ami, en fait, parce que c'est un peu ça, alors que moi, je préfère aller dans un bar avec des potes, tu vois, et j'ai pas envie qu'on me fasse juger sur ma vie. C'est comme ça que je l'ai perçu. Et en même temps, surtout par rapport aux zombies, où justement, lui, il est dans son job un peu nul, et il y a un peu un jugement sur son job, enfin, en tout cas, qui lui plaît pas du tout, de vendeur, on va dire un job alimentaire. D'autant que à la fin, c'est les zombies qui font les jobs alimentaires ou les jobs où ils divertissent. En gros, ils utilisent les zombies pour faire ces jobs-là. En mode, ces zombies sont bien dociles. Sous-entendu, ils étaient dans une routine où c'était des zombies. Ils voyaient même pas la différence. D'ailleurs, ils le voient littéralement pas, la différence entre les zombies et les vraies personnes du monde réel quand il va s'acheter une glace. Et ça, c'est parce qu'il est pris, dans sa routine. Après, le truc que j'aime bien avec le pub, pour moi, ce qu'elle lui reproche au début, c'est pas tant le fait... si, elle lui reproche d'être dans la routine, mais elle lui reproche d'être dans une routine qui est plus tournée vers son meilleur ami que vers elle, en fait. Et elle se sent un peu comme la roue du carrosse qu'on a rajouté. Mais le truc qui fonctionne dans les pubs, et pour moi que tu retrouves dans les différents trucs, c'est que les pubs, c'est un lieu de réunion, mais c'est aussi un lieu d'ouverture. Parce que c'est un moment où, justement, tu vas t'ouvrir et que tu vas parler de tes différents problèmes. C'est pour ça que c'est dedans que tu vas avoir une des scènes où un personnage très lié à Sean va le quitter. Moi, j'ai
pas ce truc. Justement, pour moi, ce que dit le film, c'est que c'est la routine est bien en fait, mais qu'il faut pas non plus totalement se laisser parasiter par elle. Mais la façon dont le film est pensé, en fait, ce qui est souvent dit, c'est que c'est pensé comme un film de série B, en fait, qui rend hommage à ces films-là et qui les parodie. Et en fait, c'est intéressant parce que, en ce moment, on revient beaucoup sur la figure du zombie, ce summum de la maladie qui finalement prend le pas sur le corps, un peu comme un parasite qui conduit jusqu'à s'attaquer à ses proches. En fait, la personne la plus proche de toi devient un élément contagieux, une menace qui s'apprête à dévorer toute ta famille, qui touche à un tabou que tu as depuis très longtemps. Dès la mythologie grecque, tu as ce côté de Chronos de Chronos qui dévore ses enfants, mais ça rajoute aussi une couche un peu de paranoïa qui met à mal la société en s'en prenant en fait à la première couche sociale normalement d'une vie, c'est-à-dire la famille. Et c'est une menace qui représente, en fait, comme tu as dit très souvent, une société sans cervelle, animée de violence et par le sang d'autrui. Et ce qui est intéressant, c'est que les zombies, en fait, le moment où ils émergent au cinéma, je me suis posé la question s'ils interviennent pas après l'ère des aliens ou avant, parce que ça fait passer en fait de cette menace, tu sais, tu passes de les communistes sont les dangers à la menace venue d'ailleurs est un danger, à finalement la société dans laquelle on vit en elle-même est un danger. Et c'est pour ça que le film est souvent mis en parallèle avec celui de George Romero et Sa nuit des morts vivants, entre autres. Il y a plusieurs éléments que le film Shaun of the Dead réutilise lui-même. Tu vas avoir l'histoire de la navette. Dans La nuit des morts vivants, c'est lié à une navette, le fait que tu aies une épidémie de zombies. Là, le moment où il va racheter, je crois, le cornet, tu as une sorte de voix off qui explique qu'il y a une navette qui s'est retrouvée au-dessus de l'Angleterre, qui s'est passé un truc. Et j'écoutais un interview de Simon Pegg, il disait que l'un des films qui avait servi d'inspiration aussi, c'était Le Loup-garou de Londres de John Landis. Et il expliquait que c'est le premier film d'horreur en fait, qui incorpore des éléments d'humour, mais qui ne casse pas en fait l'horreur dans le film. Et moi, en fait, je pensais que c'était Evil Dead 2, mais Evil Dead 2 sort bien plus tard. Et ce qui est drôle, c'est que Evil Dead 1 sort la même année que Le Loup-garou de Londres, mais le premier Evil Dead, il est vraiment sérieux dans ce qu'il fait. Et ce que disait Simon Pegg, c'est que en fait, ils ont pris le Loup-garou de Londres, mais qu'ils l'ont inversé, qui est que dans le Loup-garou de Londres, t'as de l'horreur, tu rajoutes de l'humour, mais ça ne casse pas l'horreur. Et dans Shaun of the Dead, en fait, ils inversent la dynamique en prenant une comédie et en rajoutant de l'horreur, mais ils font en sorte que l'horreur ne casse pas la dynamique de l'humour. Et t'as ça le moment où ils partent avec la voiture de leur pote Ted, qui renverse quelqu'un, dans une scène qui est vraiment un renversement assez violent parce qu'il percute quelqu'un, et ils s'arrêtent en disant « Ah, on espère qu'il est pas mort et tout ». Et tu sais que c'est un zombie qui se réanime parce qu'il a les jambes pétées, il commence à se relever comme un zombie. Ils sont en mode, c'est bon, on peut y aller, il est toujours vivant. Et ouais, exactement. Et t'as toujours un autre truc qui renvoie, moi qui m'a beaucoup parlé quand j'ai fait la comparaison avec La nuit des morts vivants, c'est dans le pub, c'est Sean qui a le pistolet et qui est un peu le leader, et t'as David qui s'oppose constamment à lui. Et en fait, dans La nuit des morts vivants, t'as cette même dualité entre Ben, le héros noir, et Harry Cooper qui joue le père de famille qui en fait lui est sûr d'avoir raison et veut qu'on l'écoute, alors que tu te rends compte qu'il parle juste sous le coup de l'émotion et qu'il ne supporte pas de recevoir des ordres. Et t'as un moment où Ben dans La nuit des morts vivants essaye de maintenir une porte et en fait il est obligé de lâcher le pistolet pour maintenir la porte, et c'est à ce moment là que Harry récupère le pistolet et l'utilise pour montrer qu'il domine. C'est pas exactement ce que fait David, il récupère le pistolet pour autre chose, mais ouais, c'est un film qui a beaucoup de références, et comme je disais, derrière, c'est un film qui va s'auto-référencer, et c'est un film qui va devenir lui-même une référence. Je repense à la scène où ils sont dans le bar, ça dégénère, et ils sautent derrière le bar pour se planquer derrière, et je sais pas pourquoi, quand j'ai vu cette scène, j'ai repensé à Tallahassee dans Zombieland vers la fin, quand il saute derrière un comptoir avant de sortir les armes. C'est exactement le même saut. C'est un saut assez bizarre, on dirait un peu un phoque qui planche dans l'eau, c'est-à-dire qu'ils s'expulsent avec les mains, ils font une sorte de planche raide avec leur corps pour passer de l'autre côté. Et voilà, au final, les films de zombies communiquent entre eux. Est-ce que finalement ce seraient tous des films morts-vivants? Waouh! Tu viens de plagier ce que je viens de dire. On est en train de se référencer entre nous aussi, là. Ouais, je crois qu'on est dans une boucle temporelle.
Moi, ce que j'aime bien dans Shaun of the Dead, c'est que malgré tout, si t'as pas de culture des films de zombies, tu peux vraiment l'apprécier parce que ça repose plus sur pas des références précises à des moments, mais tu sens que ça baigne dans cette culture-là, mais sans vraiment avoir besoin de références précises. C'est ce que tu as dans tous les films de la trilogie Cornetto, en fait. C'est des films qui vont Mhm. C'est un peu comme... Alors, c'est plus compliqué, je vais dire, c'est un peu comme les Scary Movie, mais c'est pas exactement la même chose. En fait, la trilogie Cornetto, ils vont prendre un matériau de base, ils vont raconter leur histoire, ils vont intégrer des éléments de ce matériau de base à cette histoire-là. Et si tu as vu ces films, tu seras content d'y voir les clins d'œil, là où Scary Movie va consommer plein de films et va justement vraiment parodier ces éléments, là où Shaun of the Dead, les singes, limite en fait un pastiche, tu vois. On est plus sur un OSS 117 que sur un film que sur un Austin Power, voilà. C'est ce que je voulais dire, c'est que si tu prends James Bond, tu vas avoir la parodie pure et dure qui va être Mac Myers et tu vas avoir le pastiche qui va le songer, qui est OSS 117. Et pour moi, sur les films de la trilogie Cornetto, on est vraiment sur le pastiche, c'est-à-dire qu'ils vont faire des références à des scènes, mais ils sont pas là pour que tu dises ah mais c'est ce film-là qu'il parodie précisément. Mais si tu le vois, c'est vraiment un petit clin d'œil entre cinéphiles. C'est pas du fan service en soi. Enfin, je considère Ouais, moins vendeur que le non, c'est pas du fanservice. fanservice. Et puis je trouve qu'il arrive à s'ancrer dans lui-même dans la trilogie bah peut-être il répond pas forcément à Hot Fuzz, mais le dernier pub avant la fin du monde, il y a tellement enfin je trouve les deux ont un parallèle déjà parce que les aliens entre guillemets de dernier pub avant la fin du monde agissent un peu comme dans des zombies dans le sens c'est pas des zombies mais c'est des aliens qui sont nombreux qui parlent pas trop, donc qui avancent lentement. Donc il y a un peu ce truc-là de personnes qui grouillent qu'il faut éviter. Il y a le côté du pub aussi, très ancré du coup en Angleterre. Et puis le personnage, pareil, qui est... Alors justement, je trouve que là, c'est quelqu'un qui jeune et qui arrive pas à décoller dans sa vie, alors que le dernier pub avant la fin du monde, ils sont plus vieux. Et c'est quelqu'un de vieux qui essaye de retrouver sa jeunesse. Donc les deux se répondent là-dedans. Et finalement, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il arrive à accepter justement de plus avoir de routine parce qu'il accepte que il préfère garder... je vais peut-être pas spoiler le film, mais en tout cas, il préfère garder son indépendance par rapport à quelque chose d'autre. Et donc là, où casser sa routine. Et il déteste la routine à la fin, d'ailleurs, dans un dernier pub avant la fin du monde. Alors, après avoir rematé le film, j'ai préparé quelques questions pour toi, Louis. Mhm. Euh, Est-ce que tu te souviens à quel moment apparaît le premier cornetto dans le film et de quelle couleur il est dans Shaun of the Dead? Je dirais rose, Ouais, quasiment. parce que parce que c'est les zombies Ouais. rouge, rose. Et tu te souviens à quel moment on le voit? Bah, quand il va en Ouais, tout chercher, con, au non? moment où il va chercher la glace. C'était le truc le plus facile. Ah, ok. Question suivante, qui est Mhm. vraiment liée sur l'attention que tu as pu avoir sur le film. Il y a des figurants dans le film qui reviennent. Est-ce que tu serais capable de me citer un figurant qu'on voit apparaître à l'écran et qui revient un peu plus tard en zombie? Techniquement, t'en as déjà cité un tout à l'heure. Faut que tu le retrouves. Martin Freeman. Non, Martin Freeman, il revient pas en En zombie. zombie, on le retrouve. Bah, je sais qu'Edgar Rice fait un caméo, mais genre, tu sais, il y a tellement de zombies. Et il y a le chanteur d'un groupe aussi, il me semble. Hmm. Alors, dans le générique, on nous montre plusieurs travails, notamment des caissières. Et en fait, la toute première caissière que tu as à l'avance, qui fait exactement pareil que celles qui sont derrière, c'est le tout premier personnage, entre guillemets, en zombie que tu revois, parce que c'est celle qui joue la fille, la caissière, en fait, qui est dans le jardin des héros. Ah, ok. T'en as une deuxième fois, qui est que au moment où il va acheter le journal la première journée, derrière lui, il a un marié qui est là. Enfin, je pense que c'est un marié parce qu'il est habillé en costume avec la petite fleur et tout. Et que tu le revois une deuxième fois parce que c'est le zombie en fait maigre qui rentre dans la maison. Et l'un Mhm. des autres personnages que tu revois en zombie, c'est le jeune chiant, tu sais, qui lui fait, qui mâche son chewing-gum, qui prend son appel téléphonique devant lui. Tu Ah, le oui. revois à la toute fin parce que c'est le zombie des caddies en fait. C'est le zombie, c'est le moment où tu as le reportage qui te dit oui, les zombies ont été intégrés à la société et que Oh, drôle. du coup, en fait, il a toujours un travail assez répétitif, sauf que maintenant, il peut plus répondre à ses appels téléphoniques. Ok. Ah oui, il y a des petits clins d'œil. D'ailleurs, ça m'a fait rire la scène où bah, il parle à des jeunes qui travaillent, ils ont Oui, tous un chewing-gum dans la bouche. oui, moi aussi, j'ai remarqué. Tu sais quel premier album de musique il balance? Parce que tu sais, il y a son pote qui balance le CD
par la fenêtre en disant ouais, vous faites trop de bruit, et ensuite il décide de trier les CD avant de les balancer. Et c'est un truc qui m'a marqué. C'est Queen? C'est pas Queen ou un C'est truc pas comme Queen ça le premier CD qui balance. Putain, je l'ai retenu et je me suis dit, ça m'a marqué aussi, mais j'ai oublié. Ils évoquent Queen quand ils font le tri. Je crois que c'est le 2 ou 3e CD qui balance, mais c'est pas le premier. Ok, vas-y, dis. Le premier, c'est la BO de Batman. Ah oui, c'est vrai. Oui. Et je me suis dit, mais... Alors déjà, je me suis dit, c'est chaud d'acheter quand même le vinyle de Danny Elfman, même s'il est très bon. Mais je sais pas pourquoi ça m'a choqué que ce soit un nom aussi reconnu, parce que derrière, en fait, t'as que des trucs genre... des albums beaucoup plus indés. Et ça se voit qu'ils apprécient la musique parce que tu as ce truc où ils marchent dans la rue. Une scène très connue, où ils marchent dans la rue, ils sont en train de chanter parce qu'ils sont bourrés. Et t'as un zombie qui commence à gueuler en même temps qu'ils font leur... Ouais, qui fait les chœurs. Mais je pense que Edgar Wright, ça sent qu'il est assez passionné. Je pense que c'est un geek. Et aussi, ça sent qu'il est passionné de musique parce que tous ses films, il y a une BO un peu rock, notamment Baby Driver qui tire du nom de la chanson Baby Driver de Simon & Garfunkel. Pareil, Last Night in Soho, c'est vraiment un hommage à toute une époque et à tout un genre musical. Ouais, indirectement, je me demande si la scène des DVD dans Hot Fuzz n'est pas une référence à la scène du disque. Ce moment où justement tu as une sorte de tri ou de consommation de ces éléments culturels qui sont mis côte à côte. Du coup, ça marche pas comme épisode d'Halloween en fait. Si, parce que c'est une comédie horrifique, et dans horrifique, il y a Je comprends. Ori. C'est bon, tu m'as suivi. Ori, comme la Comme forêt. le Gami. Je propose qu'on s'arrête là. Avant qu'on fasse des blagues beaucoup trop drôles pour Halloween. C'était un épisode de Projection perdue sur Shaun of the Dead par Edgar Wright, un podcast de la Chimérathèque présenté par Louis et moi-même Damien. Cher public perdu, j'espère vous reparler à très vite. À toi aussi, Louis. Brain. Est-ce que tu penses qu'on aura le temps de refaire un podcast avant ton retour ? Non. J'allais dire oui, et après je me suis dit, bon ok Louis, sois sérieux.